Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, on va se laisser. Voilà, j'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne, chers parents, chers amis. Connectez-vous. Connectez-vous, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Et j'aimerais savoir si vous me recevez. Est-ce que vous m'attendez quand je parle? Est-ce que vous me recevez? Connectez-vous. Ok, ça va alors. Donc, si vous me recevez, on va essayer de rentrer dans le but du sujet. C'est très important. Et donc, partagez le direct. Chers amis, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. On va rentrer dans le but du sujet directement. L'incontournable. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. C'est important. Partagez le direct et mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Partagez le direct. Mettez des cœurs. Partagez le direct. Partagez-le dans les groupes, sur vos murs. Partagez le groupe, le direct massivement. Partagez le direct massivement. Voilà. Mettez ça dans les groupes, sur les murs et consorts. 10, voilà. Donc, si vous me recevez, c'est déjà très important. Parce que, voilà, on va rentrer en profondeur. Alors, je ne vais pas trop tarder. Je vais rentrer dans le but du sujet pour qu'on puisse ensemble enrichir nos connaissances, c'est très important. Donc sans vous, je ne suis rien. Sans moi aussi, vous ne pouvez pas recevoir beaucoup de choses et comprendre certaines choses qui se passent à travers le monde. Alors donc, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien. Docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit et Padrino Camari des Oulamoudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du mandat d'arrêt international contre le président, son excellence, M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. C'est très important. Et le drone américain a battu dans la mer Noire. C'est important. Je dis bien, c'est très important. Alors, nous allons commencer sur le drone et on va terminer sur l'affaire du mandat d'arrêt contre le président de la Fédération de Russie, son excellence, M. Vladimir Poutine. Commençons par le drone. Quand les Américains disent que les Russes, les pilotes russes n'ont pas délibérément abattu le drone, n'ont pas délibérément fait tomber le drone, ce sont des mensonges. Je dis bien, ce sont des mensonges. Ce drone a été délibérément abattu. On peut abattre des choses de plusieurs manières. Pourquoi? Les Russes ne voulaient pas endommager le drone. Ils ne voulaient pas bousiller le drone. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu tirer sur ça. Puisque le drone était dans un espace aérien où en dessous il y avait la mer. Donc ils voulaient provoquer la chute de ce drone afin de récupérer les épaves et certains appareils qui constituaient le drone. Est-ce que vous comprenez? Mais s'ils abattaient le drone en l'air, le drone allait tomber en miettes dans la mer. Et donc, pour récupérer les épaves, ça allait être difficile.
et les parties essentielles que la Russie voulait récupérer, elle ne pouvait pas obtenir ces parties. Parce que en l'air, quand tu exploses quelque chose, ça part dans tous les sens et ça tombe à peu près partout. Mais le fait d'avoir provoqué la chute du drone, alors le drone ne va pas chuter en s'éparpillant dans l'espace. Ça va s'éparpiller, quand ça va rentrer en contact avec l'eau, c'est là ça va essayer de s'éparpiller un peu, mais ça va être dans un seul endroit. Donc l'eau va amortir la chute. Et donc du coup, même si ça voulait s'éparpiller un peu, ça ne va pas être dans un périmètre de truc, je ne sais pas, de 60 mètres ou bien de 100 mètres. Non, ça va être dans un petit périmètre quand ça va chuter. Alors, les Russes cherchaient quelque chose de spécial. Ils voulaient savoir réellement si le drone qui venait là transmettait des informations aux troupes ukrainiennes et si ce drone faisait du renseignement au profit de l'armée ukrainienne. Puisque quand chaque drone a un disque dur, donc au sein de ce drone, il y a certainement des informations qui sont là-dedans et tout, qui intéressaient à la Russie. Et suite à ça, suite aux analyses, s'ils découvrent que les Américains, réellement, ils participent à la transmission de certaines informations sensibles, ils vont transmettre ça aux Américains pour leur faire comprendre d'arrêter ça. Et que si la prochaine fois, ils voient encore un appareil volant appartenant à l'Amérique, ils sauront qu'est-ce que cet appareil vient chercher là. Et que c'est pour, dans le seul but de transmettre, ils savent que les Américains transmettent des informations. Ils savent que les Occidentaux transmettent des informations, mais ils veulent des preuves. Puisque sans preuves, ils vont dire non, c'est faux. Et que c'est juste pour surveiller la mer Noire à cause des bateaux qui transportent les céréales sécurisées. Ils vont inventer des choses. Donc, ce sont des gens, il faut les attraper la main dans le sac. Donc, la Russie, en faisant ça, a provoqué la chute du drone. Voilà pourquoi les deux pilotes n'ont pas voulu abattre le drone. Le Sukhoi 27 est muni d'un canon. Donc, quand il était proche du drone, il allait tirer sans utiliser des missiles, mais utiliser des canons pour abattre le drone. Ou soit tirer un missile à longue distance et abattre le drone. Mais il ne l'a pas fait. Il a provoqué la chute du drone en déversant. Quand vous voyez l'hélice qui est tordue, c'est le carburant qui a touché l'hélice. Parce que quand l'avion, ils ont dit les deux avions sont rentrés en collision, c'est faux. Quand vous voyez le Sukhoi est monté au-dessus, était au-dessus du truc du drone. Et en laguant le carburant, vous voyez, c'est comme si tu étais au-dessus de quelque chose et puis tu mets de l'eau dans un verre, un gros verre, et tu lagues ça sur quelque chose. Et comme c'est dans l'espace, je dis dans l'espace, c'est dans le truc à la hauteur, alors il y a une forte pression. Et donc, quand le carburant sort des turbines du Sukhoi, ça vient avec une grosse pression. Et donc, quand ça touche les hélices, mais les hélices aussi, ce ne sont pas des hélices qui ont été faites en truc, en inox, et que c'est fait avec d'autres matériaux. Il est fort probable que cela se torde. Voilà pourquoi ça s'est tordu. Et quand ça a provoqué cela, le drone ne pouvait plus continuer, puisque c'est ce que les Russes recherchaient. Et donc, il était obligé, il ne répondait plus à la base américaine. Donc, il savait que le drone n'allait pas partir. Si le drone était en capacité de continuer le chemin, ils allaient faire tomber le drone à proximité, dans la mer qui se trouve en Roumanie. Parce que la Roumanie a eu une mer. Et donc, ils allaient faire chuter le drone de l'autre côté pour que les navires puissent utiliser des navires roumains pour aller secourir le drone. Mais le drone ne pouvait plus continuer. Voilà pourquoi c'est tombé à 60 km de Sébastopol. C'est 60 km, donc c'était proche des trucs de la Crimée. Sébastopol, je tiens à vous dire que c'est situé en Crimée. Donc à 60 km, c'était déjà proche de la Crimée. Et donc, le drone, avec cette caméra performante, voyait tout ce qui se passait en Crimée et détectait la radiocommunication. Tout ce qui était électronique du côté russe transmettait ça aux forces de l'OTAN. Et eux, ils décortiquaient pour voir et tout
si les Russes avaient encore suffisamment de force, où était situé leur système de défense, leurs munitions, ceci, cela, où est-ce que c'est situé sur le terrain, ceci, cela, et ils décortiquaient tout ce qu'ils avaient comme armement pour essayer de trouver des contre-mesures et ils transmettaient ça aux Ukrainiens pour dire voici ce que vous pouvez faire pour les avoir. Est-ce que vous comprenez? Donc l'abattage de ce drone permet à la Russie non seulement de décortiquer le système de renseignement que utilisait ce drone. Les Américains ont dit non, ils ont nettoyé tout ce qui était système dans le drone. Non, ils ne peuvent pas nettoyer ça à 100%. Ce sont des mensonges. Pourquoi au début du conflit en Ukraine, ils voulaient donner les RQ-9 obsolètes aux Ukrainiens pour que les Ukrainiens puissent s'en servir, mais ils ont eu peur. Ils se sont dit, mais si les Russes abattaient ça et que ça tombait du côté russe, ils allaient avoir accès à ça et soutirer des informations sensibles et peut-être même la transmission de technologies que les Américains ne veulent pas que les Russes obtiennent. Donc, ils ont beau dire ils ont supprimé certaines choses, oui, ils ont su supprimer certaines choses, mais ils ne peuvent pas supprimer tout. Donc, la Russie, en prenant les épaves du drone, ils vont avoir accès au moteur du drone. Ils n'ont pas supprimé quand même le moteur. Donc, non seulement ils vont voir quelle technologie les Américains ont utilisé pour fabriquer le moteur de ces drones. Donc, avec ça, ils peuvent étudier le moteur pour fabriquer un autre moteur. Parce que les Russes, ils sont forts dans l'histoire de moteur. Donc, ils peuvent fabriquer un autre moteur puisqu'ils voient que ce drone, avec ce moteur, ça peut supporter un tel poids. Donc, les Russes, s'ils veulent faire un gros drone, ils peuvent étudier le moteur et fabriquer un plus gros moteur que ce que le drone portait. Pour fabriquer un drone qui est plus masse, qui est plus gros que le truc RQ-9 Raptor. Est-ce que vous comprenez? Non seulement ils vont étudier le moteur, donc ils vont avoir accès à ça et voir la technologie et produire leur propre moteur. S'ils ne savaient pas fabriquer ça, moteur de drone, ils vont fabriquer maintenant pour eux. Donc ça, c'est une transmission d'une technologie. Ça, c'est un. Ils vont étudier la caméra. Parce qu'il paraît que le drone a une caméra qui est très performante, qui permet de filmer partout et prendre des photos. Donc, ils ne vont pas brouiller aussi la caméra. La caméra, dès lors que ça va tomber dans la main des trucs de l'armée russe va étudier la caméra. Quel genre de système ils ont utilisé pour fabriquer la caméra. Et quand ils vont étudier la caméra, ça va leur permettre de fabriquer leur propre caméra. Est-ce que vous comprenez? Et leur caméra qu'ils vont fabriquer maintenant, ils ne vont plus dépendre des trucs des Européens pour dire, bon, on a besoin de caméras, on va acheter ça dans la main des Européens. Non, ils vont fabriquer maintenant leur propre caméra semblable à la caméra que utilisent les Américains. Parce que si le Raptor utilise une telle caméra, ça veut dire les autres drones aussi peut-être utilisent la même gamme de caméras, mais plus performante ou bien mais moins performante. Parce que ça, c'est leur bijou. Ça, c'est un drone hautement équipé de certains systèmes sensibles. Donc, ils vont avoir accès à la caméra et étudier cette caméra pour produire pour eux. Donc, les Américains ne peuvent pas dire qu'ils ont détruit la caméra en disant ça, c'est faux. Et quand ils vont avoir accès à ce drone, ils vont étudier les épaves de ce drone. Ils ont fabriqué ce drone avec quelle matière? C'est ça aussi. Parce que les Américains ont conçu ce drone dans le seul but que ce drone soit un drone fugitif, puisque c'est un drone de renseignement. Ils ont fabriqué le drone pour que ça soit un drone fugitif, c'est-à-dire que ça soit au-dessus des pays, sans que ces pays ne repèrent ce drone, pour que ces drones collectent des informations et fait truc. C'est parce que les systèmes de défense russes ont des bons radars, voilà pourquoi ils ont repéré. Mais avec certains pays, le drone est capable d'aller au-dessus de ce pays et collecter certaines informations sans que ce drone ne soit repéré. Et donc, ils vont voir quel genre de matériel ils ont utilisé. Puisque ces matériels qu'ils ont utilisés, c'est ce qu'ils ont utilisé pour fabriquer leurs propres avions. S'ils disent le F-35 est fugitif, ils disent le truc F-22 est fugitif, les matériels qu'ils ont utilisés pour fabriquer le drone, soit disant un drone fugitif, ça va être le même truc matériel, ou bien les mêmes matériaux. Est-ce que vous comprenez? Et donc, quand les Russes vont amener ça dans un laboratoire, ils vont voir
Mais les épaves de ce drone sont composées de quoi et quoi. Et ils vont décortiquer, déchiffrer. Il y a des spécialistes pour ça. Et donc, suite à ça, quand ils vont voir ce qu'ils ont utilisé, ils disent, ah, donc c'est ce que les Américains utilisent pour faire leur futilité. Et donc, du coup, eux aussi, s'ils n'avaient pas ça, ou bien s'ils ont ça, je n'en sais rien, mais s'ils n'avaient pas ça, ils vont tricher maintenant pour fabriquer pour eux. Pour eux. Et c'est comme ça. On appelle ça transfert de technologie. Mais et au sein du drone, il y a certaines choses. Peut-être il y a des radars. Hein, il y a un radar au sein du drone. Mais ils vont décortiquer le radar. Quel genre de truc, quel type de radar que les drones américains utilisent. Parce que le drone ne peut pas être muni de trucs seulement. Il doit avoir un radar, il doit capter tout ce qui est autour de lui. Ce n'est pas uniquement caméra pour balayer, non. Peut-être il a un radar pour repérer, pour envoyer des images à la base, pour capter tout ce qui est autour de lui et tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, si le drone est muni d'un radar qui est en avance, un truc vers le nez, mais les Russes vont enlever ce radar quand ils vont prendre ça. Ils vont analyser ce radar. Ils vont dire, ah, donc, leurs drones sont munis de tel radar. Ils vont étudier le radar et peut-être fabriquer leur propre radar. Et créer leur propre drone. Ils peuvent même transmettre cette technologie aux Iraniens. Pour dire, ah, tenez, Chinois, tenez. Ils vont partager ça avec leur partenaire. Et donc, voici un peu, sans compter l'électronique qu'il y a dedans. Ils peuvent supprimer beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas tout supprimer. Et ils vont savoir comment ce drone fonctionne. Est-ce que ce drone fonctionne en direct, en étant en contact avec les satellites américains ou non? Parce que quand ils vont analyser les systèmes qui sont là-dedans, ils vont voir, est-ce que ces systèmes étaient, même s'ils ont supprimé, mais il y aura des traces qui vont marquer que non, ces drones sont connectés directement aux satellites américains. Et donc les Russes vont dire, mais pourquoi pas pour nous? Nous, on peut aussi fabriquer pour nous, pour fabriquer des satellites. Les Russes, ils savent bel et bien fabriquer des satellites. Ils vont dire, bon, comme on a vu comment eux, leurs drones fonctionnent, nous aussi, on peut concevoir des satellites, connecter nos satellites à nos nouveaux drones qu'on va fabriquer basés sur les exemplaires américains. Et ils vont fabriquer aussi pour eux. Ils vont rentrer maintenant dans le game des trucs des drones. Les Iraniens ont eu la technologie des drones. Comment? C'est en abattant un drone américain. Non, ils ont utilisé un système et ils ont fait chuter un drone américain sur le territoire iranien. C'est-à-dire le drone américain opérait sur le territoire iranien et les Iraniens ont fait descendre le drone sans l'abattre. Le drone est descendu intact. Ils ont mis la main sur ça. Les Américains ont crié, donnez-nous notre drone, donnez-nous. Les Iraniens n'ont pas voulu donner. Ils ont démonté ça, ils ont regardé ça proprement. Les Américains vont dire, on a détruit le système qui était dedans. Détruit ou pas? Les Iraniens ont pris le temps, ils ont décortiqué, ils ont regardé. Et ils sont maintenant devenus maîtres de fabrication de drones. Ah oui, au Moyen-Orient, ils sont devenus une puissance de fabrication de drones. Ils fabriquent maintenant plusieurs types de drones. Les moteurs eux-mêmes, ils fabriquent maintenant plusieurs types de drones. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, les Américains, ils ont beau chanter et tout. Ça, c'est un transfert de technologie qu'ils ont donné aux Russes gratuitement. Ils avaient voulu récupérer leurs drones, mais les Russes ont verrouillé le secteur. Ils ont envoyé plusieurs navires et interdit aux Américains de s'approcher de ces côtes. Ils ont déjà récupéré certaines épaves de ce drone. Donc, ils vont avoir la technologie gratuitement. En voulant trop faire truc, on perd certaines choses. Donc, ils vont avoir la technologie gratuite des drones avancés américains. Est-ce que vous comprenez? Et la furtivité américaine, c'est tout. On quitte maintenant le domaine des drones. On va maintenant sur le mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Mes frères et sœurs, on s'attendait à ça. Et on savait bel et bien qu'il allait avoir un mandat d'arrêt international contre Poutine. Et contre certains hommes politiques russes. Je vous explique clairement. Les Occidentaux, en lançant ce mandat d'arrêt international, c'est pour montrer leur suprématie sur le monde entier. Est-ce que vous comprenez? Eux, en faisant ça, ils montrent l'exemple au reste du monde pour dire, nous Occidentaux,
Nous sommes les seuls à intervenir n'importe où ou à semer le désordre sans qu'une justice internationale ne puisse lever la main pour nous poursuivre. Mais quiconque fait pareil en dehors de nous occidentaux, nous allons vous traquer partout dans le monde où vous êtes. Ça me fait rire de voir les Africains dire oh, mon pays ne fait pas partie du traité des trucs de Rome. Mon pays ne fait pas partie du traité des trucs de Rome. Mes frères et sœurs, les Occidentaux, ils n'en ont rien à foutre que ton pays fasse partie du traité de Rome, que tu aies signé pour être membre de la CPI ou pas, ils n'en ont rien à foutre. Sur papier, tu peux dire je ne suis pas membre de la CPI. Et donc, si je commets un truc, ils ne vont pas me poursuivre. Eux, ils n'en ont rien à foutre. Que tu sois membre ou pas, ce n'est pas leur problème. La CPI est une arme, est une justice dans la main des Occidentaux pour traquer tous ceux qui ne veulent pas se soumettre à eux. Et tu dois comprendre, que tu fasses partie ou non, tu commets un truc, ils vont utiliser la CPI pour te traquer. Vous devez comprendre ça. Même aussi, tous les pays africains sortaient de la CPI. Et que il se disait qu'un dirigeant africain, dont son pays n'est pas membre de la CPI, ne remplissait pas les conditions pour garantir leurs intérêts, ils allaient accuser ce dernier d'avoir causé des crimes contre l'humanité, ceci, cela. Et suite à ça, ils allaient utiliser la CPI pour le poursuivre, qu'ils veulent ou pas, que son pays soit d'accord ou non. Ils allaient utiliser ça contre ce dernier. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, nos rêves qui tombent dans les rêves, où les gens pensent que quand tu n'es pas membre de la CPI, ils ne vont pas te poursuivre. La preuve en est que la Russie ne fait pas partie de la CPI et la Russie ne reconnaît pas la CPI. Le traité de Rome n'a pas été signé par la Russie. L'Ukraine même n'a pas signé ça. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas signé, les Chinois n'ont pas signé. Cela ne les empêche pas d'utiliser la CPI pour dire poursuivre Poutine. Est-ce que vous comprenez? Donc, la Russie qui a eu une grande puissance, s'il se permet de dire poursuivre Poutine, toi, pays africain, toi qui n'as même pas eu une grande puissance, c'est pas toi ils vont épargner. Après avoir fini de le dire, je vais maintenant rentrer dans le but du sujet. On savait qu'ils allaient poursuivre Poutine. On savait qu'ils allaient utiliser la justice soi-disant internationale, CPI. Pourquoi? Leur objectif, c'était d'anéantir la Russie. Et j'ai écouté un général américain qui a dit ceci, et je cite, parce que quand il parle en anglais, il y a la traduction en français. Il a dit, aux États-Unis là-bas, ils ont toujours pensé que la Russie était une station d'essence. Était une station d'essence qui avait des armes nucléaires. Et que le fait d'avoir déstabilisé l'Ukraine pour mettre un régime pro-occidental, l'objectif c'était de tout faire pour mettre l'Ukraine dans l'OTAN et dans comment on appelle ça, dans l'Union européenne. Mais avant d'y arriver, il fallait qu'ils utilisent l'Ukraine pour déstabiliser la Russie et désintégrer la Russie. Parce que eux, ils étaient convaincus, eux, en Amérique là-bas, que la Russie est une station d'essence qui possède des armes nucléaires. Et donc, il fallait sanctionner l'industrie énergétique russe et la Russie s'effondrait en une semaine. Et donc, ils se sont nourris de cette idéologie et ils ont cru en ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à armer l'Ukraine depuis 2014, à affronter l'armée russe. Et donc, en 2021, normalement, ils devraient commencer les opérations, mais ils ont retardé. Et donc, c'est en 2022 que l'Ukraine se préparait à lancer une offensive contre le Donbass, sachant bel et bien que la Russie allait intervenir. Et donc, il a dit, quand la Russie frappait la porte à l'Occident et à l'OTAN pour discuter d'un traité de paix, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la sécurité de chacun, ils ont renvoyé la Russie, ils ont chassé la Russie. Parce que eux, ils étaient convaincus que si la Russie faisait l'erreur de rentrer en Ukraine, ils allaient détruire l'économie russe parce que l'économie russe est basée sur les hydrocarbures. Et qu'en chassant la Russie du système SWIFT, en sanctionnant la Russie, l'énergie russe, c'est-à-dire en coupant le business entre la Russie et l'Occident,
c'était fini pour la Russie. La Russie allait s'écrouler dans un... Si ça avait trop duré entre 3 semaines ou un mois. Et c'est ce qu'ils s'étaient dit. Et donc, ils avaient déjà préparé les sanctions avant que les hostilités ne commencent. Et donc, quand les hostilités, avant même que ça ne commence, Joe Biden avait menacé la Russie pour dire, si jamais vous franchissez le truc, on va détruire la Russie, ce que la Russie n'a jamais vu. Ce n'était pas militairement, mais c'était économiquement parlant. Donc, ils avaient déjà préparé leurs sanctions, 10e paquet de sanctions. Tout ce que vous voyez, c'était déjà préparé en amont. Et donc, ils ont armé l'Ukraine jusqu'aux dents. Et ils se sont dit que l'Ukraine était maintenant prête à affronter la Russie et utiliser l'Ukraine pour détruire l'armée russe et désintégrer l'État russe. Mais les calculs qu'ils avaient faits, ils ont vu que non, ce n'était pas ça. Et que suite aux sanctions, ils ont vu que non, tout a échoué. Et donc, ils étaient surpris aux États-Unis de voir que ils se sont nourris de ça. Pendant longtemps, ils étaient convaincus que ça allait se passer comme ça. Ils ont vu que non, ce n'était pas le cas. Que la Russie n'était pas seulement une station d'essence. Et qu'en sanctionnant les hydrocarbures russes, cela allait désintégrer la Russie. Non. Cela allait faire tomber la Russie. Non. Cela ne s'est pas produit. Et donc, du coup, ils ont été surpris. Maintenant, ils se sont dit, sur le plan militaire, l'armée russe ne pouvait pas, si l'Occident apportait son aide. Et ils ont compris que non, en apportant les aides, ils n'arrivaient pas à battre la Russie sur le champ de bataille. Ils ont été aussi surpris de voir que l'armée russe, ils n'ont pas pu vaincre l'armée russe malgré un an de combat. Donc, le calcul qu'ils avaient fait, ça n'a pas abouti à quelque chose sur le plan militaire. Et ils se sont embourbés dans une situation qu'ils pensaient être une situation facile à régler avec quelques sanctions et une aide militaire vite fait, et la Russie allait sombrer, ils allaient avoir la victoire et crier sur tous les plans. Mais le calcul a été des faux calculs. Non, leurs calculs ont été des faux calculs plutôt. Donc, ils se sont vus embourbés dans une situation qu'ils ne voulaient pas. Ils pensaient que c'était une situation à court terme, mais ils voient que non, c'est une situation à long terme. Donc, ils ont été surpris, ils ont été étonnés. Alors, ils ont voulu aussi isoler la Russie diplomatiquement parlant. Sur le plan diplomatique, ça a été aussi un échec. Ils n'ont pas pu convaincre le reste du monde à adhérer au sein des sanctions occidentales. Ça a été une surprise. Donc, l'objectif de vouloir isoler la Russie, c'était de retirer la Russie du système SWIFT, non seulement casser l'économie russe et empêcher la Russie de faire des affaires avec le reste du monde. Parce que eux, occidentaux, ils étaient convaincus que sans le système SWIFT, la Russie n'allait plus jamais commercer avec les autres pays, puisque les autres pays utilisent le système SWIFT pour faire fonctionner leurs banques. Donc, du coup, en prenant cette décision, ils allaient empêcher les touristes russes, c'est-à-dire les citoyens russes, de voyager, parce que leur carte bancaire en Russie n'allait plus fonctionner en dehors de la Russie, puisque leur carte bancaire n'allait plus être acceptée par les lecteurs bancaires qui se trouvent en dehors de la Russie, c'est-à-dire dans les autres pays du monde, puisque eux, ils utilisent le système SWIFT. Est-ce que vous comprenez? Ce qui allait pousser le peuple russe à faire une révolution pour faire un régime change, c'est-à-dire chasser Poutine et mettre une marionnette au sommet de l'État russe. Ce calcul aussi, ça a été mal calculé chez les Occidentaux. Ça n'a pas abouti à quelque chose. Non seulement la Russie continue de faire du business avec le reste du monde, mais les touristes russes, ils ne peuvent pas venir en Occident, mais ils vont à travers le reste du monde. Et donc, ça a choqué les Occidentaux, ils ne savent pas comment la Russie réussit à résister ainsi. Et donc, il leur restait une seule arme, l'arme juridique. L'objectif ici recherché, c'est quoi? En lançant un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, ils sont conscients. Ils ne sont pas bêtes, hein? Ils sont conscients. Tous les Occidentaux sont conscients qu'aucun pays, je dis bien aucun pays au monde ne peut arrêter Vladimir Poutine.
Même si on disait aux Américains, imaginons que Poutine va en Amérique latine, les Américains n'ont pas le cœur de dire à un pays latino-américain d'arrêter Poutine et de le transférer aux États-Unis pour qu'ils puissent l'envoyer à Guantanamo parce que c'est un criminel. Ils ne peuvent jamais oser le faire. Je dis bien, ils ne peuvent jamais oser le faire. Parce qu'un pays qui oserait arrêter la Russie, comme Vladimir Poutine étant président de la Fédération de Russie, la Russie ne peut pas se laisser humilier. Arrêter Poutine en tant que président et le voir être conduit dans une prison américaine ou bien à la CPI, ça sera une déclaration de guerre. Ça sera le début d'une troisième guerre mondiale. Il n'y aura pas de retenue parce que toute la population russe va se mobiliser et demander une intervention militaire musclée ou bien une déclaration de guerre officielle. Donc ce pays qui va oser le faire, alors il y aura un affrontement direct avec la Russie. Que ce soit l'Amérique, que ce soit un pays européen, il n'aura plus histoire de dire il y a l'OTAN. Non, ça sera un affrontement direct, militaire. Et ce sera le début d'une troisième guerre mondiale. Et donc, ils sont conscients. Le fait d'avoir lancé un mandat d'arrêt international contre Poutine, ils savent bel et bien que Poutine ne va pas venir en Occident, puisque l'Occident et la Russie ont déjà rompu les liens. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a plus de lien entre la Russie et l'Occident. Il n'y a même pas de vol. Les avions ne quittent pas en Russie pour venir en Occident. Il n'y a pas des avions occidentaux qui vont en Russie. Donc, dans tous les cas, Poutine ne va plus mettre pied ici en Occident. Les présidents occidentaux, c'est Macron qui faisait truc, mais ils ont déjà rompu les liens. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous expliquer les différents objectifs que les Européens cachent. En sanctionnant Poutine, est-ce que vous avez vu, ils ont sanctionné les militaires russes? Prigojine, le patron de Wagner, avez-vous vu les Occidentaux s'apprendre à lui? Avez-vous vu les Occidentaux s'apprendre au chef d'état-major et le ministre de la Défense russe? Non, ils ne l'ont pas fait. Est-ce que vous vous êtes posé des questions? Ils se sont appris à une femme, soi-disant, qui serait la présidente des affaires sociales en Russie. Ils se sont attaqués à elle. Parce que à cause des enfants qu'ils ont enlevés. Mais ces enfants qu'ils ont enlevés, mais les militaires ont un rôle. Puisque pour les enlever, pour que cette femme puisse s'en occuper, il faut des gens sur le terrain, les militaires, pour exécuter l'ordre des trucs. Donc le chef d'état-major de l'armée russe a une part de responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Les Prigojines ont leur part de responsabilité. Avez-vous vu la CPI s'apprendre à ceux-là? Non. Pourquoi? Je vais vous expliquer et vous allez comprendre. Parce que l'Occident joue un jeu. L'objectif ici, en lançant un mandat d'arrêt international contre Poutine et en écartant les hauts gradés militaires de la Fédération de Russie, c'est une manière de mettre la pression sur eux. Ça, c'est un. Suite à ce mandat, ils vont maintenant utiliser des personnes interposées, c'est-à-dire les membres des services de renseignement occidentaux qui sont infiltrés au sein de la Fédération de Russie pour s'approcher des militaires, des hauts gradés militaires russes, pour leur faire comprendre que pour le moment, il n'y a pas de mandat d'arrêt international, des mandats d'arrêt internationaux contre vous. On vous laisse. Si vous chassez Poutine du pouvoir, on ne va pas vous pourchasser. On va abandonner tout ce que vous avez commis comme crime. Et l'Occident va reprendre les affaires avec la Russie. La seule condition, c'est de renverser Poutine. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ces militaires, si jamais ils sont pris de panique, pour se dire, bon, je ne veux pas qu'on lance un mandat d'arrêt contre moi. L'autre aussi, je ne veux pas qu'on rentre. Ils vont dire, bon, il y a une seule condition, renverser Poutine. Faites un coup d'État. Donc, eux, si ils ne sont pas fiables et qu'ils sont pris de peur, alors ils vont s'apprendre à leur chef, qui est Poutine, pour le renverser de peur de voir la CPI les poursuivre. Donc, les Occidentaux misent sur ça. Ils misent sur ça. Voilà pourquoi ils ont écarté les militaires. Ils poursuivent Poutine et après, ils vont pomper les militaires pour dire renversez-le, pour que vous, on puisse vous écarter. Et comme ça, l'Occident et la Russie reprennent les relations et on va lever toutes les sanctions. En retour, livrez-nous Poutine pour qu'il soit jugé. Voici le jeu trouble qu'ils jouent. Parce que les Occidentaux sont conscients
Ils se disent quoi? Que dès le début, s'ils poursuivent Poutine, c'est-à-dire mandat d'arrêt contre Poutine, mandat d'arrêt contre Sergei Shoigu, mandat d'arrêt contre le chef d'état-major des armées de la Russie, alors ils vont se dire, mais ils nous ont déjà lancé des mandats d'arrêt. Alors nous allons nous mettre autour de Poutine, on ne va pas fuir Poutine, puisqu'on est dans le même truc, on est dans la même sauce. Donc personne ne peut encore les corrompre de faire coup d'État, puisqu'ils sont déjà poursuivis par ces pays. Donc du coup, les Occidentaux ne peuvent plus les manipuler ou essayer de les monter contre Poutine pour faire un coup d'État. Parce qu'ils seront maintenant très loyaux envers Poutine. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu s'apprendre aux militaires. Ils ont écarté les militaires et ils se sont attaqués directement à Poutine. En retour, ils vont manipuler les militaires pour dire, bon, si vous ne voulez pas que votre pays soit isolé à travers le monde, chassez Poutine. Voici ce que les Occidentaux recherchent en fait. Parce que leur objectif, c'est le régime Cheng en Russie. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a un deuxième volet. Le deuxième volet, c'est quoi? C'est qu'en s'en prenant à Poutine, c'est pour empêcher les présidents africains, parce qu'apparemment, il y a eu une conférence Russie-Afrique en Russie. Est-ce que vous comprenez? Il y a eu une conférence Russie-Afrique. L'objectif des Occidentaux, c'est de couper les liens entre l'Afrique et la Russie. C'est-à-dire empêcher les pays africains de coopérer avec la Russie. Et donc, le fait d'avoir émis un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, ils vont dire à tous les présidents africains qui oseraient mettre pied en Russie pour saluer Vladimir Poutine qui est recherché parce que à partir de là, il est défini comme un criminel, comme un assassin, comme quelqu'un qui a commis des crimes contre l'humanité. Et donc, quiconque le salue, lui tend la main, sera considéré comme quelqu'un qui traite avec des criminels. Et donc, les présidents africains, les chefs d'État africains, ils vont leur faire comprendre que si vous partez en Russie et que vous saluez Poutine, vous serez traités comme les ennemis de l'Occident, les ennemis des États-Unis d'Amérique. On va vous mettre dans la même assiette. Alors, pour éviter ça, n'allez pas en Russie. Ce qui va faire que cette conférence en Russie-Afrique, beaucoup de chefs d'État africains vont avoir peur. Ils vont dire, ah, je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. Et donc, ça sera un fiasco. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est déjà proche, la date est déjà proche là. Et l'ambassadeur de la Russie, il y a un ambassadeur d'un pays africain en Russie, un ambassadeur russe dans un pays africain qui a dit qu'il y a des diplomates américains et occidentaux qui mettent la pression sur les dirigeants africains de ne pas se rendre en Russie. Et donc, comme la date est proche, alors ils font sortir un communiqué de la CPI pour dire non, il est poursuivi contre crime contre l'humanité. Et donc, à partir de cet instant, aucun dirigeant européen n'a le droit d'approcher Poutine, n'a le droit de le saluer, n'a le droit de l'approcher. Et donc, comme sur le plan diplomatique, ils ont échoué d'isoler la Russie, ils veulent utiliser maintenant le plan politique, juridique, pour atteindre leurs objectifs. Voici ce qu'ils recherchent en question. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas le juger. L'objectif recherché, c'est d'empêcher les autres pays de coopérer avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, si vous ne comprenez pas ça, vous allez regarder les trucs, leur fanfaronnade, leur truc, leur cri, Poutine, Poutine. Mais non, si vous rentrez en profondeur, vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a encore un troisième volet. Le troisième volet, c'est quoi? Ça vise aussi les oligarques, ce qu'on appelle les trucs, les élites russes. Est-ce que vous comprenez? Les élites russes, c'est quoi? C'est-à-dire tous ceux qui soutiennent Poutine, les milliardaires en Russie, ceux qui sont les milliardaires et tout, qui sont les hommes d'affaires. Le fait d'avoir émis un mandat d'arrêt international contre Poutine, ils vont maintenant leur envoyer des messages par des personnes interposées. Et leur faire comprendre que si vous ne vous détachez pas de Poutine et que vous continuez toujours de le soutenir, on vous considérera comme quoi des gens qui coopèrent avec un terroriste, un criminel. Et donc vous serez traités comme des gens qui coopèrent avec un criminel. Alors,
il aura des mandats d'arrêt contre vous. Si vous ne voulez pas recevoir des mandats d'arrêt contre vous, détachez-vous de Poutine. Éloignez-vous de Poutine. Et donc, si eux, si jamais ils prennent peur de s'éloigner de Poutine, alors ils vont maintenant les utiliser pour dire renverser-le, pour prendre le pouvoir, pour qu'on puisse faire des affaires avec vous. Voici tout ce qui se passe, tout ce qui se cache derrière ce mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine. Oui. Donc, en lançant ce mandat d'arrêt, ça va faire que le sommet, les Africains, beaucoup d'Africains vont avoir peur, ils ne vont pas aller. Sauf le Mali, le Burkina et le truc, la Guinée, ainsi que la Centrafrique, le Soudan, et bel et bien d'autres chefs d'État. Mais la majeure partie des chefs d'État africains vont avoir peur, ils ne vont pas aller. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici les objectifs visés. Voici les objectifs visés par les Européens. Donc, en faisant ça, l'Europe même, mais il y a aussi des conséquences. Oui, il y a des conséquences. Parce que les Européens, en faisant ça, c'est-à-dire ils sont remplis de haine envers la Russie. Donc, ils prennent n'importe quelle décision, ils font n'importe quoi. En faisant ça, ils auront tous les liens diplomatiques entre l'Occident et la Russie. Ça veut dire, tant que Poutine est président, il n'aura pas de paix en Ukraine. Ah oui, il n'aura pas de paix en Ukraine. Pourquoi? Parce que les Occidentaux eux-mêmes, ils se privent des pourparlers entre la Russie et l'Occident. Pourquoi? Parce que le fait de le poursuivre et de le reconnaître comme un criminel, ça ne peut plus permettre aux Occidentaux de s'asseoir sur une même table avec Poutine pour discuter de paix. Est-ce que vous comprenez? Ils ne peuvent plus discuter de paix. Donc, les chefs d'État occidentaux seront regardés. Ils vont dire, mais lui que vous poursuivez, lui que vous traitez de trucs de criminel, vous allez partir à Moscou pour chercher quoi? Pour chercher quel dialogue? Donc, supposons que l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il y a des élections qui vont s'organiser en Russie. Supposons que l'année prochaine, Poutine, parce que la Constitution lui permet de se représenter autant de fois qu'il voudra. Donc, supposons que l'année prochaine, en 2024, Poutine décide d'être candidat à sa propre succession. Et que, puisque 83% du peuple russe fait confiance à Poutine, supposons que le peuple vote encore Poutine. Et qu'il est là encore pour au moins 4 mandats, 4 ou 5 ans. Je pense que c'est 4 ans. Ou bien 5 ans. Je ne sais plus. Mais il est là encore pour 4 ans ou 5 ans. Mais les Occidentaux seront condamnés. Ils vont dire quoi? Quel argument ils vont trouver pour dire, bon, on ne peut pas supporter la guerre pendant au moins 4 ans ou 5 ans encore. Voilà, donc un mandat de 6 ans. Est-ce que ces Occidentaux vont continuer là-dedans? Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent pas continuer là-dedans pendant 6 ans encore. Sinon, c'est l'Ukraine qui sera détruite totalement. Il n'y aura plus rien en Ukraine. Et c'est la population ukrainienne, à cause de la famine et tout, elle va fuir. Elle va fuir pour quitter l'Ukraine. Et donc, rien ne va encore rester en Ukraine. Donc, du coup, eux-mêmes, ils se tirent une balle dans la tête. C'est-à-dire, leur propre décision va se retourner contre eux. Cette décision-là va se retourner contre eux. Parce que ça empêche l'Occident de s'asseoir maintenant autour d'une seule table pour parler de trucs de paix avec la Russie. Ça empêche maintenant l'Occident, tant que Poutine est là, de faire du business avec la Russie. Donc, du coup, l'Occident va avoir mal avec le temps. Vous allez voir, eux-mêmes, ils vont aller contre leur propre CPI. Quand ça va être chaud sur eux, ils vont dire non, la CPI n'est pas compétente pour juger la Russie, pour juger Poutine, ceci, cela. Et ils vont vouloir trouver des trucs, des compromis. Ils vont vouloir discréditer encore cette même CPI pour dire non, la Russie ne reconnaît pas ça, donc ceci, cela. Il faut laisser tout ça, il faut parler de paix.
Donc, voici un peu ce qui se passe. Voici un peu la situation. Ceux qui n'ont pas compris, ils ne vont pas comprendre les dessous des cartes. Et nous, les autres, on a compris. Mais un jour viendra où je ferai des conférences. Où je ferai des conférences, mais peut-être même, quand je vais arriver en Côte d'Ivoire, je ferai aussi des meetings sous les arbres à palabres. Parler de la géopolitique et de la géostratégie. Et même, s'il y a des débatteurs, on peut débattre sur certains thèmes à travers le monde. Parce que j'ai remarqué que les gens qui font des vidéos en Côte d'Ivoire, ils parlent que de la Côte d'Ivoire, ils parlent que de la politique ivoirienne et ils ne parlent pas de ce qui se passe dans le monde et la vision du monde, la place de l'Afrique, la place de certains pays africains, une vision large. Ils ne parlent pas de ça. Et ça fait que le noir ne comprend rien. Et lorsque je suis les débatteurs ici en Europe, ceux qui sont des professeurs de Sciences Po, c'est-à-dire des personnes soi-disant experts et enseignants en Sciences Po, qui enseignent nos dirigeants. Parce que nos dirigeants, quand ils font les études, on dit « Ah ben j'ai fait Sciences Po, j'ai fait Sciences Po ». Et c'est une fierté pour eux. Mais ceux qui les instruisent ici en Europe, quand je vois la manière dont ils réfléchissent, je dis « Mais je comprends pourquoi nos politiciens, ils sont incapables de réfléchir mieux. Ils sont incapables, si c'est ceux-là qui sont leurs professeurs, mais les élèves, ils vont devenir quoi? Donc, je comprends mieux la politique africaine. Je comprends pourquoi nos dirigeants sont incapables. Et ils ne sont pas de vrais politiciens. Parce que leurs propres professeurs, ils sont nuls ici en Occident. Et quand je regarde leurs interventions, je dis, mais ça, c'est ceux-là qui apprennent à nos dirigeants. Ah, vraiment, je comprends. Je comprends pourquoi nos dirigeants, ils sont si nuls en politique. Et donc, il faudrait qu'on enseigne la politique aux Africains. Il faudrait qu'on apprenne certaines choses parce que nos propres dirigeants, ils ne connaissent rien. Parce que leurs propres professeurs, ils sont nuls. Ils ont des visions archaïques, des idées arrêtées et c'est ceux-là qui sont des professeurs, des experts. Tous les experts, vous ne les voyez pas, qui passent sur les plateaux télé en France. Vous ne les voyez pas, mais ils sont nuls. Ils sont nuls. Il y a ceux de trucs de Sciences Po, IFRI, c'est ceux-là qui sont les professeurs de nos dirigeants. Nos ministres, c'est ceux-là que vous pensez qu'ils sont nuls. C'est ceux-là qui enseignent nos ministres, nos dirigeants, nos présidents. Voilà pourquoi nos dirigeants, ils sont nuls en politique et ils ne comprennent rien. Oui. C'est-à-dire, avec cette décision, l'Occident coupe tout lien de négociation de paix avec la Russie. S'il doit avoir paix et que les Occidentaux se sentent réellement fatigués, ils vont utiliser des proxys, c'est-à-dire d'autres pays interposés pour dire, bon, ils n'ont qu'à parler de paix. Mais sinon, l'Occident même ne peut plus dialoguer avec la Russie. Maintenant, ce que les Occidentaux ignorent, c'est qu'en Russie, il y a une loi qui protège les anciens chefs d'État. C'est-à-dire, un ancien président russe ne peut pas être poursuivi par la justice russe. Même s'il a commis des crimes, s'il a fait des détournements de biens publics, il ne peut pas être poursuivi. Et donc, une loi qui a été votée par la Douma d'État russe protège les dirigeants russes et les Occidentaux ne savent pas. Donc, eux, ils pensent que cette justice, soi-disant la CPI, qui a lancé un mandat d'arrêt contre Poutine, le jour où il ne sera pas président, ou bien le jour où il ne sera plus président, son successeur va essayer de le livrer. Et voilà ce que les Occidentaux veulent. Ils veulent montrer qu'ils sont supérieurs au reste du monde. Et que Poutine doit être jugé. Mais si seulement s'il quitte le pouvoir, et que si son successeur vient, ils vont dire, bon, nous voulons reprendre les relations avec la Russie, mais à condition que tu livres Poutine et on lève toutes les sanctions occidentales. Voici ce qu'ils vont aussi proposer aux nouveaux dirigeants si jamais Poutine n'est plus là. Et si ce dernier est vendu, comme les Alexei Navalny, il va dire, ok, je livre Poutine, il va outrepasser la loi qui protège les anciens dirigeants russes pour le livrer et en retour espérer la levée de toutes les sanctions occidentales. Mais, comme cela ne va pas arriver,
Et qu'après Poutine, ça sera quelqu'un qui va avoir la même logique, la même pensée que Poutine. Alors, à un moment donné, eux-mêmes, ils vont dire, ben, il faudrait qu'on reprenne les relations avec la Russie parce qu'on ne peut plus tenir. Aujourd'hui, la Russie fait un bond technologique parce que le fait d'interdire la Russie de faire du commerce avec les pays occidentaux, américains et consorts, parce que la Russie achetait des avions civils de l'Occident, Boeing et quoi là, et tout, pour sa propre flotte intérieure et extérieure. Donc ça faisait que la Russie ne fournissait pas d'efforts pour... parce qu'elle a la technologie, elle a une bonne technologie avionique, mais elle ne fournissait pas d'efforts pour fabriquer ses propres avions, les jets, quoi, la russe, et cela, internationaux ou nationaux. Et elle passait son temps à payer, à acheter des trucs, des appareils occidentaux. Suite à ces sanctions, la Russie a décidé de reprendre la main et de fabriquer ses propres jets. Et donc, d'ici 5 ans, la Russie va fabriquer un grand nombre de jets. Ils ont déjà commencé à fabriquer. Mais ils ont dit d'ici 5 ans, la Russie aura énormément de jets pour son commerce intérieur et extérieur. C'est-à-dire, dans un délai de 5 ans, la Russie n'aura plus besoin d'utiliser certains avions occidentaux qui sont en Russie, cloués en Russie, qui sont utilisés en attendant au sein de la Russie, mais qui ne sortent pas de la Russie. Quand ces avions veulent sortir, ils prennent des marques russes pour sortir de la Russie et revenir. Mais eux-mêmes, maintenant, ils veulent remplacer les avions occidentaux qu'ils avaient, qui faisaient le commerce intérieur russe, ils veulent les remplacer. Et aussi le commerce extérieur russe, ils veulent remplacer tout ça par leur propre flotte. On appelle ça aéroflotte. Ils veulent remplacer ça par leur flotte. Donc, ils ont commencé déjà. Donc, ça, les Occidentaux leur ont permis d'être indépendants dans le domaine de l'aviation. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils pensaient que ça n'allait pas aller, la Russie allait manquer d'avions. Non, ce n'est pas ce qui se passe. Au contraire, Poutine a dit démarrer tout le monde au travail. Parce que la Russie, souvent, elle avait beaucoup de plans. Mais quand elle commençait à fabriquer quelque chose, elle fabriquait au moins un exemplaire ou 2 exemplaires et puis elle laissait. Elle ne terminait pas ça. Et puis bon, maintenant, Poutine leur a dit tout ce que vous aviez comme truc, fabriquez seulement. Et il y a un expert qui a dit la Russie est en train de non seulement ses usines d'armement sont rentrées en action. Vous n'avez pas vu où Poutine allait visiter là? Où il y avait une usine de fabrication de trucs, des avions. Vous avez vu combien d'hélicoptères qui étaient en train d'être fabriqués. Et ce n'est pas la seule usine. Partout en Russie, il y a des usines comme ça, où ils fabriquent des hélicoptères. Vous avez vu combien de trucs d'appareils qui étaient là-bas? Ils sont au travail. 24 heures sur 24 heures, ils sont là à fabriquer des hélicoptères de tout genre. Et ce n'est pas la seule usine. Dans d'autres villes, il y a ces genres d'usines. Et la Russie, Poutine a dit, ils n'ont qu'à fabriquer maintenant le Sukhoi 57 en masse. Or, auparavant, ils avaient peu de trucs, peu de Sukhoi 57, mais il a dit non. Maintenant, fabriquer beaucoup, parce qu'on en a besoin. Au cas où il y aura la guerre contre l'OTAN, il faudrait qu'il y ait des avions de suprématie aérienne, des avions performants. Donc, ils ont lancé la fabrication en grand nombre. Ça y est, en coup, ils fabriquent ça. Ils fabriquent les Sukhoi 35, ils fabriquent toutes sortes de trucs d'avions, et même les missiles hypersoniques, ils disent qu'ils n'ont qu'à fabriquer maintenant en grand nombre. Et leur nouveau avion qu'ils avaient, Sukhoi 70, ils disent qu'ils n'ont qu'à fabriquer ça. Ils n'ont qu'à dépêcher le truc à l'agenda. Et donc, du coup, et dans certaines technologies, dans certains domaines, l'agriculture, ils disent les Russes n'ont qu'à vite faire, ils n'ont qu'à cultiver pour ne pas qu'il manque de trucs, de quoi que ce soit, aliments, blé ou certaines choses. Ils n'ont qu'à produire leur propre lait. Donc, du coup, les Russes, ils font maintenant l'élevage, ils fabriquent maintenant leur truc, comment on appelle ça, leur propre lait pour fabriquer des fromages. Ah oui, auparavant, ils ne faisaient pas ça. Ils venaient chercher du fromage ici, en Europe. Maintenant, ils fabriquent maintenant leur propre fromage, le champagne. Auparavant, c'est en Europe, ils venaient chercher. Mais maintenant, eux-mêmes, ils fabriquent leur propre champagne. Mais ils sont maintenant dans toutes les assiettes. Ah oui.
Ils sont... Donc voilà où la Russie est. Et les Occidentaux sont surpris. Maintenant, les chars de guerre, les T-90 qui étaient fabriqués en peu nombre, mais Poutine a dit qu'ils n'ont qu'à fabriquer beaucoup. Les T-14 qui étaient peu fabriqués, il leur a dit de fabriquer maintenant en masse. Donc le budget militaire de la Russie, il a dit c'est illimité. Pendant qu'un autre dépose, il dit c'est illimité, produisez. Et puis pendant ce temps, il est là faire des routes, il est là créer des stations de métro. En fait, il ne limite pas. C'est pas seulement dans la guerre, il a lancé les travaux dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et il a dit aux ingénieurs de faire des recherches seulement. De faire des recherches, lui qui crée, il n'a qu'à venir présenter son travail, si ça mérite d'être financé. Oui, il a demandé à tous les ingénieurs, à tous les savants, celui qui fait une découverte, il n'a qu'à présenter. Si l'État peut le booster pour... Donc, chacun, c'est la lutte, hein, chacun cherche à inventer. Si tu inventes, tiens, quand on voit que la Russie a besoin de ça, il dit, ah, mais ton invention, c'est important. Il te donne l'argent et puis tu deviens patron de ce que toi, tu penses que tu as inventé, que tu maîtrises et tu vas concevoir ça pour la Russie, qui peut faire évoluer la Russie. C'est comme ça. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, ne vous inquiétez pas, la Russie fait un bond en avant. Et même la carte bancaire MIR, le système MIR, c'est le système bancaire russe. Hein? Ça a été envoyé au Cuba. Les Cubains maintenant, aujourd'hui, parce qu'ils étaient sous embargo américain depuis longtemps. Et ça faisait que c'était très difficile pour les Cubains de sortir du Cuba, avoir des cartes bancaires qui fonctionnaient avec le système SWIFT. Parce qu'ils étaient sortis de ce système. Les Américains les avaient enlevés là-dedans. Maintenant, la Russie a ouvert maintenant des banques au Cuba qui utilisent le système bancaire russe. Ça permet aux touristes russes d'aller maintenant au Cuba. Ils vont maintenant beaucoup au Cuba. Et quand ils arrivent là-bas, ils peuvent faire des achats parce qu'il y a des banques qui fonctionnent avec le système bancaire russe. Maintenant, les Cubains, ils peuvent maintenant aller en Russie pour faire des achats. Donc, ça a permis au Cuba, aujourd'hui où je vous parle, de faire du business avec la Russie, de faire du business avec le reste, avec l'Asie, tout en contournant le système SWIFT. Donc, les Cubains qui avaient connu la pauvreté, qui avaient connu la misère, la galère, aujourd'hui, leur pays va s'ouvrir. Leur pays va connaître autre chose. Ils ne vont plus vivre les mêmes choses qu'ils avaient vécues longtemps. Et ils vont faire maintenant leur vie comme toute autre personne. Ils peuvent maintenant voyager, aller en vacances partout. Pas en Europe, mais en Asie, où le système bancaire russe est accepté. Puisque eux, maintenant, ils ont le même système. Ils peuvent maintenant aller faire leurs achats en Russie, en Chine, en Iran, en Inde et tout. Ça peut leur permettre. Leurs citoyens peuvent aller fréquenter ailleurs et puis recevoir de l'argent de la part de leur famille qui se trouve au Cuba et tout. Maintenant, les Cubains qui sont en dehors de trucs, qui sont vers la Chine, en Russie, en Inde et consorts, qui travaillent, qui gagnent un peu d'argent, ils peuvent maintenant faire transfert d'argent à leurs parents. Donc voilà un peu. Donc ce pays commence à s'ouvrir. Ce pays commence à voir le bout du tunnel. Et ce n'est pas seulement le Cuba. Le Venezuela aussi veut rentrer là-dedans parce qu'ils ont fait souffrir les Vénézuéliens avec ces sanctions consorts. Et Nicolas Maduro, il veut maintenant accepter le système russe dans son pays. Ça va lui permettre de faire du business sans être maintenant sanctionné par l'Amérique Uncle Sam. Donc, le système s'élargit petit à petit. Si Jinping a dit que l'Amérique latine n'est plus une chasse gardée de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, et que ces pays sont libres de faire du business avec qui ils veulent. Poutine va sortir. Le G20, là, ça se passe un truc en aide, il va sortir. S'il sort, qui va là? S'il sort, tout simplement, il a dit, il va sortir. Cela ne va pas empêcher Poutine de sortir. Il sortira et personne ne va l'arrêter. Tout simplement, s'il va au G20, les Occidentaux ne vont pas lui serrer la main.
Mais d'autres pays vont lui serrer la main. D'autres dirigeants vont lui serrer la main, c'est tout. Voilà. Les Occidentaux, ils ne sont pas le centre du monde. Hein. C'est eux qui se prennent pour le centre du monde, mais non. Mais c'est de la propagande. Les Occidentaux ont toujours livré des avions à l'Ukraine. Les MiG, vous pensez que les MiG-29 qui circulent toujours en Ukraine, ça vient d'où? Ça vient des pays membres de l'OTAN. Ils ont toujours livré des avions. C'est aujourd'hui ils font la propagande comme si c'était nouveau. Non, ils ont toujours livré des avions, des systèmes de défense. Ils ont toujours livré ça. Donc même des chars de guerre, ils ont toujours livré ça. Quand ils ont dit non, le Léopard 2, mais non. Avant, ils livraient les T-72, ils livraient les pays, les anciens pays de l'URSS qui font partie maintenant de l'Union européenne, ont toujours livré des armes. Ils ont toujours livré des avions, des trucs, des T-72. Sinon, l'Ukraine, pourquoi les chars de guerre ukrainiens ne finissent pas? Pourquoi les avions ukrainiens ne finissent pas? Non, c'est parce qu'on leur a toujours donné des avions. Donc, ce que la Pologne dit, ce n'est pas nouveau. Ce que la Slovaquie dit, ce n'est pas nouveau. C'est des choses qu'ils avaient déjà. C'est parce qu'ils se taisaient, ils ne disaient pas, ils ne faisaient pas de la propagande. Donc, sur ce, on se laisse. On a trop duré. On va éteindre le direct et je vous souhaite une très bonne nuit. Que Dieu vous bénisse en ensemble. Ciao, c'était les codes de Guerre complet.